Si vous êtes né dans les années 90-2000, quel dessin animé aimez-vous regarder? Il faut dire que la période a été assez prolifique et on a eu droit à de nombreux chefs-d'œuvre, notamment chez Disney, qui commence sa renaissance. Pixar quant à lui voit le jour avec Toy Story, et chez DreamWorks qui commence à nous proposer quelques bijoux. Si vous étiez plutôt série d'animation, les années 90 ont vu apparaître des franchises devenues cultes, depuis Pokémon jusqu'aux Tortues Ninja en passant par les Looney Tunes. Et côté cinéma live, on a le droit, pour la seule année 1994, à Forrest Gump, Jurassic Park, Pulp Fiction, Les Évadés, Madame Doubtfire, The Mask, Philadelphia. C'est une belle année 94. Mais il y a une franchise qui a marqué toute une génération d'enfants. Et il faut revenir quelques années en arrière, en 1988. À cette époque, Disney a le monopole sur l'animation, il était donc difficile de pouvoir sortir un dessin animé en dehors du studio ou aux grandes oreilles. Mais cela n'a pas empêché certains dessins animés de sortir et de connaître un succès somme toute relatif et parfois tardif. Vous savez, ce sont ces dessins animés qui sont conservés dans les tréfonds de notre mémoire et qu'on oublie parfois à moitié. Et parmi tous ces dessins animés, le petit dinosaure est presque une anomalie. On y suit l'histoire de Petit Pied, un bébé diplodocus qui doit se débrouiller seul après que sa mère se soit sacrifiée en voulant le protéger d'un tyrannosaure. Dans cette scène tragique qui nous a tous fait verser un torrent de larmes lorsque nous étions enfants. Petit Pied doit alors retrouver ses grands-parents. S'ensuit alors un long voyage jusqu'à la vallée des merveilles où Petit Pied va pouvoir compter sur ses nouveaux amis, tous venant d'une espèce différente de dinosaures. Sorti en 88, le film aurait pu être un petit dessin animé resté dans l'ombre de Disney. Et pourtant le film a été très bien entouré, et surtout très bien accueilli. Alors déjà, le film a été produit par Amblin Entertainment et Lucasfilm, soit respectivement les boîtes de production de petits réalisateurs pas très connus, que sont Steven Spielberg et George Lucas. Il sera également accompagné d'Universal, qui va notamment distribuer le film. Et à la mise en scène, ce n'est autre que Don Bluth, un ancien de chez Disney. Et oui, parce qu'encore une fois, à l'époque, c'est Disney qui avait le monopole. Travailler chez eux, c'était la consécration pour toute personne voulant faire de l'animation. Et Don Bluth, il a travaillé en tant qu'animateur chez Disney dans les années 70. C'est notamment lui qui a travaillé sur l'animation de tous ses films. Dans mon sac et trois mains en l'air et mains en bas. Alors, pourquoi partir alors qu'il travaillait déjà pour le roi de l'animation? Eh bien, c'était d'abord un peu pour une question d'ego. Au début des années 80, alors que Disney travaille sur les aventures de Bernard et Bianca, Bluth, lui, se voit confier l'animation de Robin des Bois, censé être un film plus secondaire. L'animateur n'est alors pas content et voit ça comme une entrave à son ascension dans la compagnie. Il réussit à convaincre deux de ses amis à démissionner, Gary Goldman et John Pomeroy. Ensemble, ils vont se mettre à travailler pour Don Bluth Productions. Ça y est, Don Bluth veut être indépendant et pouvoir créer librement. Après avoir réalisé un premier court-métrage, Banjo, le chat malicieux, qui a remporté pas mal de prix en festival, les investisseurs décident de lui faire confiance et financent son premier long métrage, Madame Brisby et le secret de Nîmes. Le film ne connaît pas le succès espéré par son réalisateur, mais on y retrouve son style si particulier. Déjà proche de ce que Disney proposait, mais on sent malgré tout une patte plus sombre. Suite à cet échec, le studio traverse une période de crise. Don Bluth travaille alors sur quelques jeux vidéo. C'est d'ailleurs à cette période que Don Bluth rencontre Spielberg par l'intermédiaire d'un investisseur, Maurice Sullivan. Une rencontre qui a permis la réalisation de son deuxième long métrage, Fievel et le Nouveau Monde. Et c'est après ce film que les studios de Don Bluth déménagent pour s'installer en Irlande et deviennent alors le plus grand studio d'animation d'Europe. Et c'est aussi à ce moment-là que naît l'idée de créer un film à propos de dinosaures. Dans sa version originale, le film s'appelle The Land Before Time, la Terre avant le temps.
Ainsi, le monde devient la vallée des merveilles et les dinosaures ne sont plus vraiment des dinosaures, mais des longs coups ou des dents tranchantes. Et oui, on est encore bien loin de Jurassic Park. En fait, le petit dinosaure nous permet de nous raconter un conte de fées avec des dinosaures. En bref, on mélange deux ingrédients qui plaisent aux enfants, et ce côté conte de fées, on le retrouve même dans l'animation. Encore une fois, on retrouve l'héritage de Disney, mais aussi celui des premiers films de Don Bluth, avec ce côté sombre, la fluidité des mouvements, parfois caricaturé et cartoonesque. Et ça, c'est quelque chose que chaque enfant ayant grandi avec ce dessin animé comprendra. Vous avez tous encore des images en tête, que ce soit pour son animation, pour sa composition si particulière, ou pour l'émotion qu'elle dégage. Et cela se ressent aussi dans les décors du petit dinosaure, qui nous montre une planète Terre bien différente de celle qu'on connaît, et qu'on ne peut que rattacher à cette période bien lointaine, avant que le temps ne commence. Comprenons ici bien avant que l'humanité n'apparaisse. Comprenons ici bien avant que l'humanité n'apparaisse. Chacun des personnages deviennent alors des archétypes, ce qui permet déjà à l'histoire d'avancer, mais aussi aux enfants qui regardent le film et qui peuvent s'y attacher, tout en s'identifiant à eux. Et d'ailleurs, ce sont ces personnages qui permettent de faire passer le message du film. Un message complexe et même multiple sur le voyage pour sa propre survie face à la famine et face au changement du monde. En bref, un message que seuls les dinosaures pouvaient faire passer. Et pour cela, Petit Pied et ses amis doivent apprendre la confiance en soi, faire face au deuil et au destin, mais aussi et surtout apprendre à s'ouvrir aux autres et à vivre ensemble. Et oui, tout ça dans un film de dinosaures. Le film est un succès à sa sortie, redonnant espoir à Don Bluth, désespéré après l'échec de son premier long métrage. Un succès malgré tout marqué par une tragédie. La jeune comédienne, Judith Barcy, qui prête sa voix au personnage de Becky, a été victime d'un père violent. Elle a été retrouvée assassinée aux côtés de sa mère d'une balle dans la tête, lorsque ce dernier a compris qu'elle comptait tous les deux s'enfuir pour lui échapper. La jeune fille n'avait que 10 ans. La voix de Judith Barcy apparaîtra quelques années plus tard, à titre posthume, dans un autre film de Don Bluth, Charlie mon héros, narrant l'histoire d'un chien revenant d'entre les morts et se liant d'amitié avec une petite fille. Et l'histoire tragique de Judith ne rend que plus lourde la fin tragique de l'histoire, mais aussi et surtout la musique du générique qui lui était dédiée. Charlie, will I ever see you again? Sure you will, kid. You know, goodbyes aren't forever. Then, goodbye, Charlie. I love you. En 2004, avec l'intervention de nombreux fans du petit dinosaure, la citation Yep Yep Yep, réplique culte de son personnage, imaginée par l'actrice elle-même, a été rajoutée sur sa tombe pour lui rendre hommage. Le succès du petit dinosaure lui a valu de nombreuses suites, puisque la saga compte aujourd'hui 14 films, étalés sur 28 ans, entre 1988, la date de sortie du premier film, et 2016 avec l'expédition héroïque. Une série animée a même vu le jour en 2007, faisant suite aux précédents films sortis, et introduisant deux nouveaux personnages dans le groupe d'amis. Les films durent à peine plus d'1 heure et ne sont pas tous aussi traumatisants que le premier film. Ils ont évidemment évolué avec le temps et l'animation s'est modernisée. On continue cependant de suivre les aventures de Petit Pied et ses amis, et on retrouve toujours l'idée de les voir évoluer dans une terre qui nous semble éloignée de la nôtre, avec ses décors aussi bien magnifiques que dangereux. Les enfants peuvent alors grandir en découvrant un univers tout autre, tout en s'identifiant aux personnages. Chaque film reste porteur de messages et d'une morale, où le vivre ensemble nous permet d'aller plus loin, et où il est important de pouvoir accepter ses défauts et reconnaître ses qualités. Chacun de ces films est dirigé par une nouvelle équipe et un nouveau réalisateur. Don Bluth, lui, n'a fait que réaliser le premier avant de s'attaquer à d'autres projets. Nous plongeons à chaque fois dans un univers fantastique et merveilleux, même si aucun ne connaîtra vraiment un grand succès. Sauf une fois en 97, où il sort le film Anastasia. Film que le public attribue souvent à tort comme un classique Disney ou un DreamWorks. Côté Petit Dinosaure, Amblin Animation, la boîte de Spielberg ainsi qu'Universal vont continuer à produire certains des films de la franchise, et seront même rejoints par Wang Film Production,
surtout connus pour être des animateurs sous-traitants, ayant à l'origine travaillé pour les studios Hanna-Barbera, le studio à l'origine de Scooby-Doo et de Tom et Jerry, avant de partir vers d'autres studios, comme Disney. Le petit dinosaure a marqué toute une génération et a fortement contribué à faire de nous les passionnés de dinosaures que nous sommes. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, sachez qu'un court-métrage devrait bientôt voir le jour, réalisé par Joel Ever. Donc on attend avec impatience de pouvoir voir ce nouveau film. Et vous, quel dessin animé vous a marqué quand vous étiez enfant ?